nous sur Sud Radio pour les débats avec le retour de Nicolas Corato. Bonjour Nicolas, Valérie. Président fondateur du think tank Place de la République. Matteo Ghisalberti, bonjour. Retour également, journaliste franco-italien. Vous travaillez pour Field Media. Exact. Bonjour. Bonjour. Christine Bouillot est en Zoom avec nous, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Et Naïma Mfadel, bonjour. Merci d'être là, c'est une première pour vous. Vous êtes essayiste, spécialiste des quartiers populaires et vous avez publié aux éditions du Seuil et tout ça devrait faire d'excellents Français. Dialogue sur les quartiers avec Olivier Roy qui est un spécialiste de l'islam reconnu. Voilà. Donc on va évoquer ces quartiers avec la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Avec, vous l'avez peut-être entendu dans le zapping, on vous repassera le son de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas tort sur le comportement un peu monarchique du président de la République. Le trafic de drogue, est-ce qu'on peut réellement lutter contre ce trafic? Les écoles, l'éducation aujourd'hui au cœur de la visite d'Emmanuel Macron. Et puis hier, on n'a pas eu le temps d'évoquer les enseignants et le salaire des enseignants. Faut-il augmenter, d'une manière générale, augmenter les fonctionnaires? Commençons avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer peut-être avec Christine. C'est un coup de cœur un peu plus léger. Oui, quoique Valérie, léger en tous les cas, c'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui sont passionnés de photojournalisme. Voilà, petit clin d'œil comme ça à Visa pour l'image qui a démarré le week-end dernier à Perpignan. C'est la 33e édition de ce qui est quand même le rendez-vous le plus important de la profession, puisque tous les plus grands photoreporters y sont. Et j'ai eu la chance d'aller y passer la journée et de rencontrer notamment Éric Bouvet, qui est une légende du photojournalisme français. 40 années de conflits divers et variés. Alors il me disait hier, je lui disais, mais comment on ressort de tous ces drames que vous avez côtoyés de si près? Comment on redescend sur Terre? Il dit, on ne redescend pas vraiment. On fait du vélo, on fait de la montagne, mais on est habité par toutes les horreurs que l'on a vues sur Terre. Donc voilà, donc il dit, lui et ses collègues, ils disent, une photo ne change pas le monde, mais elle est là pour tout simplement témoigner de l'histoire. Et ce Visa pour l'image retrace à la fois les tragédies que nous avons connues ces derniers mois, qui se répètent. La Syrie, l'Afghanistan, c'est assez frappant. Le défi climatique aussi avec les inondations au Bangladesh, la crise du Covid avec une expo photo extraordinaire qui s'est déroulée en Inde. Enfin, les photos d'un photographe indien et on voit absolument des scènes que l'on n'a pas vues à la télévision. Et puis le côté un peu décalé aussi avec une expo sur le télétravail et les conséquences sur nos vies et sur nos quotidiens. Donc si on a la chance de pouvoir aller à Perpignan. Alors vous, je savais Valérie, mais vous pouvez aller sur le site de Visa pour l'image. Il y a des petites, il y a une partie de l'exposition qui est en visite virtuelle évidemment pour ceux qui ne pourront pas y aller. Et c'est un très beau coup de cœur pour commencer. On va continuer avec vous, Naïma. Vous, c'est un coup de cœur également pour un documentaire. Oui, alors c'est le documentaire d'Arte, Les Ombres du Bataclan. Donc à la veille du procès des attentats, jeudi prochain, qui commence jeudi prochain effectivement, devant la cour spéciale de Paris pour une durée de 7 mois. Ce documentaire fouillé, coécrit avec le président de la commission d'enquête parlementaire, Georges Fenech, qui est un ancien magistrat. Et qui publie un livre sur le sujet. Exactement, le Bataclan, l'enquête vérité. Donc il revient sur les dysfonctionnements qui ont jalonné cette nuit tragique. Je rappelle que ces attentats ont fait 131 morts et plus de 350 blessés et ont été particulièrement un moment tragique pour notre pays. Donc le réalisateur Francis Gillery, en lien avec Georges Fenech, s'est penché sur les travaux méconnus de la commission d'enquête parlementaire qui a épluché en 2016 le dossier des attentats et pointé les failles. Donc ce documentaire rappelle les failles, les ramifications des réseaux terroristes de l'époque, les initiatives individuelles qui ont aussi permis de sauver des vies humaines. Il enquête aussi sur les zones d'ombre qui sont apparues une fois la sidération passée. Donc avec deux questionnements qui sont importants. Comment au cœur de Paris un tel massacre a-t-il pu se produire? Donc, alors que tout le monde savait que ça allait se produire,
Pourquoi les forces de police ont-elles mis autant de temps à intervenir au Bataclan? C'est un documentaire, je vous le conseille, bouleversant, parce qu'il y a des témoignages très importants et très inquiétants aussi des forces de l'ordre, etc. Oui, de savoir pourquoi il y a eu ces failles. Est-ce que ça a été, est-ce qu'effectivement on est passé à côté d'un certain nombre de choses. Ça s'appelle Les Ombres du Bataclan, et donc évidemment on va beaucoup parler du Bataclan avec ce procès qui commence jeudi prochain, qui est important puisque Salah Abdeslam est le seul survivant et aura certainement, on ne sait pas, des choses à dire. On va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant. On va revenir, évidemment, vous avez la parole, 0826 300 300 sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Et puis, coup de cœur, coup de gueule de Matteo et de Nicolas Corato dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, pour le 10h midi. Nous continuons de débattre, même pendant le journal. On a plein de choses à dire avec Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien pour Field Media, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Naïma Mfadel, essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Quand on dit spécialiste des quartiers populaires, vous avez été adjoint à la mairie de Dreux, c'est ça? Vous avez été au cœur de ces quartiers. Vous n'êtes pas une spécialiste du CNRS qui regarde de loin. Non, je suis professionnelle une élue de terrain, élue de terrain, mais aussi professionnelle, puisque moi j'ai commencé dans les années 80 à être sur les quartiers à Dreux, Trappes, Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes. Donc et puis toujours sur le terrain avec les habitants, avec les élus, etc. J'étais déléguée du préfet des Yvelines et aujourd'hui j'ai un poste où j'interviens sur les différents quartiers en Ile-de-France. Voilà, c'est pour ça que je voulais préciser, parce que spécialiste est un peu vague, donc voilà. Et vous avez publié, et tout ça devrait faire d'excellents Français. C'est un échange avec Olivier Roy, spécialiste de l'islam, qui est paru aux éditions du Seuil, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. On n'a pas eu le coup de cœur de Nicolas Corato. Oui, alors comme Matteo était là aujourd'hui et que c'est la rentrée, j'ai préparé un coup de cœur spécial Italie, donc c'est un coup de cœur pour l'Italie. Attendez, c'est pas fini, Matteo. Attention, vous ne serez peut-être pas d'accord avec la suite. Et non, c'est un coup de cœur parce que on a beaucoup vu dans les journaux, les médias français, l'ambassadeur Martinon, l'ambassadeur français à Kaboul, et les forces spéciales et le RAID pour l'évacuation des Afghans décidés par la France, et il faut reconnaître et saluer leur engagement, leur courage. Il faut prendre un petit peu de recul peut-être au niveau européen et regarder qui sont les pays qui ont le plus évacué d'Afghans, et c'est un peu étonnant parce que le premier pays de l'Union européenne en termes de nombre d'Afghans évacués à Kaboul, c'est pas la France qui est la première puissance armée de l'Union européenne, c'est l'Italie. L'Italie qui a évacué quasiment 5000 personnes, quasiment ex aequo avec l'Allemagne. Au-dessus, bien entendu, on a hors Union européenne les États-Unis, 100 000 personnes, le Royaume-Uni, 14 000, parce qu'ils ont un lien historique très fort avec l'Afghanistan. Mais la troisième puissance à être engagée militairement, qui était la France, finalement arrive largement en queue de peloton, les statistiques sont un peu cruelles, avec 2000 personnes. C'est pas une critique nécessairement, mais il faudra peut-être à un moment se questionner pour savoir pourquoi finalement nous nous sommes si peu engagés sur le retour des Afghans. Il y avait ce matin un article dans le Figaro, qui n'est pas un journal islamo-gauchiste, qui justement s'inquiétait du sort des collaborateurs français de l'armée française laissés en Afghanistan. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas pu partir et qui n'ont pas pu rejoindre l'aéroport ni même être contactés par les forces françaises. Donc il y a une question sur l'engagement de notre pays pendant cette crise à Kaboul. Est-ce que ce sont des difficultés matérielles? Là, c'est quand même étonnant que l'Italie, qui a une armée beaucoup moins dotée, y arrive et pas nous. Est-ce que c'est une initiative politique? Et le discours de l'allocution présidentielle quand même nous donne un indice. Est-ce que c'est un problème de coordination avec les Américains? Mais il y a quand même une question à se poser sur notre engagement et là je dis à évacuer des Afghans qui ont collaboré avec les autorités françaises ou avec l'armée française. On ne parle même pas de réfugiés politiques au sens plus large, puisqu'il y a encore, par exemple, chez les avocats et les magistrats,
beaucoup d'Afghans qui sont menacés et qui n'ont pas été évacués, bien qu'étant signalés. Ouais. On sait également la difficulté que c'est de repérer ces personnes et de les faire venir. Je pense qu'on aura peut-être des explications. Moi, j'ai eu des responsables d'associations qui sont en contact avec des Afghans, des femmes afghanes en particulier. Il y a des listes qui avaient été données au Quai d'Orsay, qui avait donné son accord, et ces gens n'ont pas été rapatriés. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une quinzaine de personnes. On dit même qu'elles n'ont pas été contactées alors qu'elles n'ont pas été contactées alors qu'elles étaient contactables, qu'elles attendaient. Donc je pense que ces personnes attendent aujourd'hui avant de raconter ce qui s'est passé, mais je pense que la France n'a pas forcément... Et je reviens sur l'Italie. Moi, j'ai regardé notamment les déclarations du ministre Luigi Di Maggio, qui détonne par rapport à ce qu'on entend de nos responsables français, notamment sur la situation des femmes afghanes. Voilà un ministre des Affaires étrangères qui dit « l'Italie continuera à faire exfiltrer des femmes afghanes menacées aussi longtemps qu'il le faudra ». Enfin, c'est un engagement politique très clair. Mathéo, coup de gueule international également. Aussi, c'est un coup de gueule parce que qui est adressé vers l'étranger, mais aussi vers la France, et en particulier vers un certain type de presse. L'université de Shanghai souhaiterait dresser des listes des étudiants LGBTQ+, et on en a parlé dans le Guardian, donc le quotidien britannique. Moi, je l'ai retrouvé aussi dans la presse italienne, cette information qui a été traitée par plusieurs médias, nationaux. En France, je me trompe peut-être, j'espère de me tromper, mais j'ai vu seulement un article de Slate que je salue, parce que il n'y a pas eu d'écho, malgré le fait que déjà un grand média international comme The Guardian s'en intéressait. Donc je remarque que dès qu'il y a la possibilité de se plaindre d'une potentielle homophobie, la presse française dans certains milieux est tout de suite prête à déchaîner des tempêtes. Et là, peut-être parce qu'il s'agit de la Chine, peut-être c'est loin, peut-être c'est la Chine, peut-être je ne sais pas, ou peut-être on n'a tout simplement pas lu le The Guardian. Voilà, mais on n'en parle pas. Et moi, d'une manière générale, l'information internationale intéresse assez peu, est assez peu traitée, même si on s'intéresse au Covid, on parle assez peu de ce qui se passe. C'est assez grave de lire quand on lit cet article, parce que de The Guardian, qui dit que les autorités de l'université essayent aussi d'avoir des informations sur l'état d'esprit des personnes avec une orientation LGBTQ. Enfin, donc voilà, vous avez raison de le signaler. Sud Radio le signale donc avec vous. Moi, j'avais une remarque à faire sur ce jeune garçon de 13 ans. Vous avez peut-être vu, Louane, qui est passionné d'information et qui a présenté un journal télévisé. Ça a été vu par plus d'1,5 million de personnes, et je m'interroge un peu sur le côté bête de foire quand même de ces enfants. Donc il est allé à France Info, voir son idole Samuel Etienne, pourquoi pas, mais tout de suite la réaction, Laurent Ruquier a voulu l'inviter pour interviewer Jean Castex, Hanouna l'a invité, donc le père a dit non, on veut pas, mais en plus je trouve que ce petit garçon prend tous les travers des journalistes, tous les mauvais travers des journalistes. Je vous ai vu réagir également, Christine. Oui, je suis un peu gênée par l'emballement médiatique lié aux réseaux sociaux autour de cet adolescent. D'autant que voilà, ça me fait penser, il singe un peu la présentation des journalistes. Enfin, quand vous dites il a pris tous les travers, effectivement, il c'est un copier-coller avec un petit garçon. Alors c'est son rêve, il a absolument le droit, et tant mieux. Et tant mieux d'ailleurs que des enfants aient envie d'être journalistes, parce qu'en ce moment on prend beaucoup de coups et on est souvent critiqué, donc c'est une profession qui continue de faire rêver, et il faut, mais simplement derrière c'est
voilà, il n'est pas le seul à être dans ce cas-là. C'est simplement les réseaux sociaux qui ont fait le reste et qui ont mis cet enfant sur le devant de la scène. Voilà, moi j'interviens dans des écoles ou dans des lycées où on fait des web radios et je peux vous dire qu'il y a aussi des talents, mais ça reste dans l'enceinte de l'école. Donc voilà, mais c'est effectivement cet emballement derrière qui est un tout petit peu comme si on n'avait rien d'autre à présenter, quoi, quelque part. Mais c'est un peu une folie, quoi. C'est l'emballement. Je suis un peu mal à l'aise. Je pense qu'il faut être. Ce jeune homme, il a fait ça très naturellement et vraiment honnêtement, et je pense qu'il s'attendait pas du tout. Après lui. Voilà, il s'attendait pas du tout. Et puis je trouve ça plutôt sympa. C'est plus la folie médiatique. Mais ça dénote peut-être un manque de curiosité. Chez certains journalistes, c'est-à-dire qui vont nécessairement chercher toutes leurs informations à la même source, qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, et pour dire plus précisément les choses, Twitter. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a l'impression que si on veut toucher une certaine caste de journalistes, il faut simplement mobiliser l'opinion sur Twitter, ce qui laisse de côté quand même beaucoup de réalités sociales, économiques, culturelles de notre pays, de notre vie. Enfin, toute la vie de ce pays ne se réduit pas sur Twitter, et je pense que les journalistes devraient non pas sortir un peu plus sur ça, mais ouvrir à d'autres sources d'information. Aussi, un peu. Un petit peu sortir aussi, oui. Après, il a 13 ans, ce que j'ai compris, on peut s'interroger aussi de la responsabilité des parents. Mais les parents, rapprochez-vous du micro, mais les parents, justement, le père hier a dit on a refusé l'invitation d'Hanouna et de Ruquier, mais déjà pas mal. Oui, mais ils ont accepté les auautres. Du coup, il a été médiatisé, mais ça me fait penser à la petite gamine qui voulait être un... Absolument, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'elle avait, qui voulait être un garçon qui est devenu fille. Qui est devenu fille ou qui a été exposé comme ça, avec la maman qui était là. Enfin, c'est pas tout à fait le même sujet. On n'est pas sur le même registre pour moi, entre cette petite fille qui a témoigné et qui a été exposée, mais... c'est encore pire, j'ai envie de dire que c'est encore pire. Ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est c'est mignon, un petit garçon de 13 ans, voilà, c'est très bien. Il était hier soir, moi j'ai vu l'extrait dans C'est à vous, je crois. Enfin bref. Oui, il est allé à C'est à vous aussi. À C'est à vous, donc c'est là que je l'ai vu. Tant mieux parce que c'est une façon de reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. Mais bon, voilà, c'est un peu manque de contenu. Voilà. Il y a mieux à traiter, je pense. Un petit agacement. J'en ai d'autres. Ne vous inquiétez pas. En particulier à propos d'Emmanuel Macron et de sa visite à Marseille, et puis de nos confrères journalistes aussi qui découvrent d'un seul coup qu'il y a des guetteurs à Marseille. J'ai déjà dit ici, ça mais reconnecte à ce que disait Nicolas Corato. Enfin, les journalistes, ils devraient un peu plus sortir plutôt que. Ils pourraient continuer, au lieu de s'arrêter dans le Luberon sur la TGV, voyez. Ils font une étape de plus et 20 minutes après Avignon, c'est Marseille. Et je vous assure, c'est beaucoup plus dépaysant que le Luberon. Moins loin. Oui, pour les journalistes, il y a moins loin. Mais pour le ministre de l'Intérieur, il y a aussi que le ministre de l'Intérieur réagisse à un reportage de Quotidien pour aller faire nettoyer une cité. Voilà. Autre sujet d'énervement, on va en reparler. 0826 300 300. Débat avec Matteo Ghisalberti, Nicolas Corato, Naïma M. Fadel et Christine Bouillot. On va parler donc de cette visite à Marseille avec quand même quelques petits détails. Donc j'ai évoqué juste avant la publicité cette visite d'Emmanuel Macron qui ce reportage de Quotidien qui a donné l'occasion d'une descente de police. Donc on découvre qu'il y a des guetteurs, on découvre qu'il y a des trafics de drogue. Et puis les cités, certaines cités, dont une en particulier, ont été entièrement nettoyées. On a pu voir des images pour la venue du président de la République. On est dans c'est toujours comme ça. Hein. Oui. Dans chacune des cités, à chaque fois qu'il y a un déplacement ministériel, tout est briqué. Voilà. Donc quand il va dans un hôpital, les murs sont repeints. On peut se demander quand même dans quel pays mais ça date on pas vit. d'Emmanuel Macron. Non, c'est vieux comme le monde, ça. C'est assez troublant parce qu'effectivement pour les habitants, ça a un côté un peu frustrant. Oui, voilà. C'est assez désagréable. Naïma M. Fadel. Oui, mais c'est vrai que ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Non. Toute visite, en fait, d'un président de la République ou d'un ministre fait l'objet, effectivement, de nettoyage,
Oui, mais enfin, il pourrait changer les choses et dire je veux voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas bête. C'est de voir les poubelles sur les trottoirs entassées. On a pu voir les avant-après, des débroussailleurs, des services privés qui ont été embauchés pour aller nettoyer Valérie, la ils ont ville. tellement peur de l'image, de se voir dans une photo avec de la poubelle derrière, qui pourrait être détournée plus tard. Ça veut dire, Valérie, parce qu'en fait, toutes les visites sont préparées par les préfectures. Bien sûr. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment baliser, il faut que tout soit nickel. C'est extrêmement... il y a beaucoup de pression pour les préfets et leurs collaborateurs. Et c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que les gouvernants veuillent voir la vraie vie. Bien sûr. S'ils veulent vraiment se faire une vraie idée. Parce que là, pour le coup, ils ne se font pas une vraie idée. Et puis en plus, c'est extrêmement frustrant. Et pour les habitants. Pour les habitants, c'est ce qu'elles ont dit. Vexant. Exactement, vexant. Et je dirais même méprisant, en fait, en quelque sorte. Parce qu'en plus, vous aviez le maire de Marseille, l'adjointe, son adjointe, etc., qui était là. Enfin, ça, voilà. On a même des paysagistes qui sont venus pour replanter des... Mais vous en avez vu combien à Dreux, à Mantes-la-Jolie, des politiques qui sont venus, je parle de politiques type Premier ministre ou Président de la République, qui sont venus incognito, en quelque sorte? Non, jamais incognito. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Et ce serait une bonne idée qu'ils viennent incognito. Valérie, vous venez de soumettre une idée, là. Oui, mais je pense que... Mais ils viennent voir la vraie vie. Je vous propose d'écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon hier, donc qui, pour une fois, était à Marseille, à propos de la visite de sa balance ce matin. Voilà, écoutez ce qu'il disait. Mais il y a quand même quelque chose d'insupportablement monarchique dans tout ça. Alors il arrive, et puis il vient avec plein de sous, et le voilà qui s'occupe de transport, d'école dans la ville de Marseille. Admettons même que ce soit des fonds d'État, mais d'après la Constitution, c'est le Premier ministre qui s'occupe de ça. Non, là, c'est le Président de la République. Alors, si d'autres communes de France ont des problèmes de nettoyage urbain, que sais-je encore, eh ben, ils peuvent téléphoner à Monsieur Macron et puis demander des sous parce qu'il doit en avoir quelque part. Eh ouais. Oui, alors moi pour une fois, je suis pas complètement d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Autant personne n'est dupe. On est en campagne électorale, le président est en campagne électorale, il fait comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il distribue in extremis les moyens qu'il n'a pas distribués pendant son quinquennat. Bon, mais au-delà de ça, quand même, moi je pense que la situation de Marseille, elle est unique en France. C'est une ville. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres villes qui ont des soucis, mais la situation de Marseille, ça fait des décennies que cette ville est une ville en faillite, en liquidation, et d'une certaine manière une ville prise en otage par ses dirigeants. Et que nous n'avons jamais un seul gouvernement, l'État, n'a pris la mesure de ce qui se passait dans cette ville qui a pourtant énormément d'atouts. Cette ville aujourd'hui n'a plus les moyens d'entretenir ses écoles. Cette ville, en fait, c'est d'une certaine manière le symbole de l'échec de la décentralisation. Ouais. Et toute la question de cette ville, c'est qu'effectivement, il faut que le président de la République, donc l'État, reviennent pour reprendre en fait les compétences de la commune. C'est le message que j'entends de ce passage du président de la République. Quand il dit « nous allons mettre l'argent pour réhabiliter les écoles », c'est une compétence de la commune, c'est une compétence du maire. Enfin, combien d'argent ? Il met la ville sous tutelle en fait. Mais ça fait des années que beaucoup de voix disent « il faut mettre cette ville sous tutelle préfectorale ». D'une certaine manière, aujourd'hui, elle est sous tutelle présidentielle. Moi, bizarrement, je suis un peu d'accord avec Nicolas Corato, mais... c'est la rentrée. Hein. Mais attention, oui, ça va pas durer. Non, attention, dans le sens que, à mon avis, le problème, c'est que, comme il disait Nicolas, ces grandes villes, parce que Paris, c'est la même chose sur d'autres sujets, sont un peu otages de leur prise en otage par leur administration communale. De toutes couleurs politiques. À Marseille, c'est plus flagrant parce qu'il y a eu un changement de couleur politique, mais quand même, c'est un peu le même problème. Ce que je me demande souvent, regardant même Paris, ça suffit de traverser la rue, je me demande souvent si un maire a plus de pouvoir d'un premier ministre, d'un ministre aussi des Transports, pour imposer à des citoyens français qui habitent dans sa commune certaines règles qui sont illogiques, qui répondent à des logiques électorales locales, mais qui n'ont rien, enfin, qui imposent des contraintes à tout un tas de citoyens qui ne sont pas seulement les Parisiens ou les Marseillais. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, à Marseille et à Paris,
toutes couleurs politiques confondues, on a eu un repli devant le pouvoir des gangs, des dealers. On a des villes, on a des quartiers où c'est effectivement des zones de non-droit français, mais on applique la charia, on applique tranquillement d'autres. Excusez-moi, c'est ce qu'on regarde dans les médias. Oui, Naïma Mfadel. Alors effectivement, si on se penche sur Marseille, approchez-vous du micro. Si on se penche sur Marseille, effectivement, la situation est beaucoup plus grave parce que les gens, il y a des règlements de compte quand même. Sur les autres, sur les autres quartiers, il y a effectivement des problèmes de trafic, de drogue, de dégradation, etc. Mais ça n'a pas l'ampleur de ce qui se passe à Marseille. Sur Marseille, comme vous le savez, les pouvoirs, tout ce qui est autour effectivement de l'intervention de la police, c'est régalien, c'est évidemment. Donc c'est aux gouvernants de trouver les moyens d'intervenir d'une manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça que je suis ce que dit Samia Ghali par rapport à l'armée. Je pense qu'à un moment, il faut casser cette logique de quartier et intervenir d'une manière beaucoup plus forte. Concernant ces écoles, je trouve ça complètement hallucinant quand même. C'est invraisemblable. 200 établissements scolaires qui sont dégradés, pas de chauffage. Les gamins sont avec leur manteau. C'est pour la 6e puissance du monde, c'est gravissime. Et puis il y a eu de l'argent. Et puis il y a eu énormément d'argent. Et on voit bien que toute couleur politique, je suis d'accord avec vous, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est complètement du pouvoir du maire de la ville. C'est pour ça que quand je voyais... Samia Ghali était déjà là, du temps de l'ancienne mandature. Les socialistes ont toujours été là aussi, et c'est regardez ce qui se passe. Donc c'est extrêmement grave. Mais vous savez, moi, ce que je me pose comme question, et j'ai été élue moi-même, c'est les pouvoirs de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Il y a un surpouvoir des maires qui pendant 6 ans sont assurés de gouverner très bien, mais sont tout puissants. Il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire ce contre-pouvoir, vous avez raison, ce contre-pouvoir peut être fait par les préfets. Les préfectures, si, ils ont normalement. Moi, je l'écris dans mon livre. Vous voyez ce qui se passe même avec sur la politique de la ville. Vous savez que la politique de la ville, c'est des moyens extrêmement importants qui ont été mis en place sur les quartiers. C'est des milliards qui souvent n'ont pas été vers le public auquel elles étaient destinées. Et qui avait ce pouvoir justement de contrôle? C'est les préfets. Vous voyez, mais les préfets, je vais être honnête avec vous, Christine, c'est souvent la carrière malheureusement, et le pas, vous l'avez dit Valérie, pas de vague. Pas de vague. Christine, je vous donne la parole. Guy et Chris disent la même chose. L'argent a disparu. Où est-il passé? C'est ça la question. Une ville, alors Chris nous dit une ville de Margoulin où tout le monde est toujours servi, c'est toujours servi, mais où est passé le pognon? Le pognon de dingue. Alors Christine, le problème de Marseille, en tous les cas, c'est que là, le chantier est tellement énorme, c'est-à-dire qu'on n'a pas géré comme on n'a pas géré le problème, il est devenu aujourd'hui explosif, puisqu'on parle des écoles, on parle de la délinquance, mais pensez aussi au dossier du logement insalubre, c'est 40 000 logements qui sont indignes d'y mettre ne serait-ce qu'une souris. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte de l'état de délabrement de certaines rues entières de Marseille. Donc ça veut dire que là, on va arroser de milliards la ville de Marseille, mais je soulignerai qu'entre ce qui va être annoncé aujourd'hui pour la partie habitat après la partie école hier et la réalité de ce que vont voir les Marseillais, il va s'écouler pas des mois mais des années, puisque l'effondrement de la rue d'Aubagne qui a précipité la chute finalement de la municipalité sous l'ère Gaudin, c'était en 2018, donc ça fait quelques années, et les premières mises en chantier de rénovation n'auront lieu que l'an prochain. Donc vous voyez un peu le délai, et c'est pas... Alors on peut effectivement critiquer l'action du préfet, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est qu'en plus vous avez une espèce de millefeuille administratif qui fait que quand vous décidez quelque chose, entre le moment où c'est annoncé et le moment où ça se réalise, il y a un délai tellement long que pour l'habitant lui-même, sur zone, il voit pas les effets. Donc ce qui va être annoncé là, je pense que si Macron annonce des choses et qu'elles sont réalisées, on n'en verra les effets que dans 30 ans, très sincèrement. Oui, repeindre une école, mettre du chauffage... c'est plus qu'une école, Valérie, c'est plus une école. Il faut carrément les reconstruire. Oui. Il y a 470 écoles, il y en a 200 à reconstruire, qui sont
dans lequel on ne devrait pas mettre d'enfants. Voilà. Quand on veut, on peut, non? C'est-à-dire qu'il faut la raser, ça veut dire qu'il faut mettre les enfants... tous ces détails-là font que ça prend du temps. Je ne dédouane personne. Non, ça prend du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un décalage qui est cruel pour la politique, parce que sans doute qu'il y a des bonnes intentions dans une campagne électorale, peut-on rêver, mais n'oublions pas qu'on est en campagne présidentielle, donc tout ça n'est pas innocent. Mais derrière, il y a quand même un délai qui est absolument hallucinant en termes de reconstruction, de réhabilitation. Donc pour les habitants eux-mêmes, ils auront vu Emmanuel Macron. Si on revient dans 6 mois pour savoir si les choses ont changé, je vous donne dans le mille qui diront non, rien n'a changé. Voilà. Mais je pense que vous avez, Christine, pointé peut-être une démarche à avoir, c'est la mise sous tutelle. Vous savez, ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille sur les quartiers populaires et je vois des villes qui sont gangrénées comme ça par la non-gestion par les élus ou par etc. Et par les trafics, les dégradations multiples, etc. Et aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question de la mise sous tutelle avec les préfets qui portent une politique transversale et qui finalement vont contrôler et évaluer les politiques publiques. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui. C'est une question majeure et je pense qu'il va falloir la poser et avoir le courage politique d'y aller. Il y a trop d'élus qui se complaisent à gérer des villes de pauvreté et à gérer la pénurie. Et qui d'ailleurs n'arrête pas de vous dire je suis le maire de la ville la plus pauvre de France, comme si c'était un trophée. Moi j'aimerais bien que ces politiques nous disent un jour j'étais le maire de la ville la plus pauvre de France et elle est devenue la 15e ou la 16e. Le potentiel d'une ville comme Marseille, avec un port, avec une pauvreté richesse incroyable. On va continuer à en parler dans un instant avec vous, 0826 300 300 si vous voulez réagir tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On parle de la visite d'Emmanuel Macron qui pose pas mal de questions. Vous évoquiez la mise sous tutelle de villes comme Marseille. On peut parler également du trafic de drogue. Donc, et là, on est encore dans la com avec l'action du ministre de l'Intérieur qui a fait faire une descente suite à je trouve ça lamentable, suite à un reportage de Quotidien. Mais après, par contre, on a des maires comme celle de Paris qui veulent ouvrir des salles de shoot. Je rentre pas dans les discours, attention, mais je constate tout simplement que les riverains, les retours de tous les riverains, aussi des électeurs d'Anne Hidalgo qui l'ont voté, qui résident à côté de ces endroits, comment dire, ne sont pas vraiment réjouissantes. Donc je me dis, peut-être c'est une solution, je pense pas, mais peut-être c'est une solution. De l'autre côté, par contre, tu peux pas ignorer qu'il y a une dégradation des zones dans lesquelles on les ouvre, et même s'il y en avait 100, parce que quelqu'un m'a dit aussi il y en a pas assez, c'est un problème. Et pour revenir en tout cas aux ressources financières et humaines pour rebâtir les écoles, etc. Je parle de façon un peu plus générique, pas seulement sur Marseille. Moi, je reste toujours étonné de voir la vitesse avec laquelle on a défoncer, excusez-moi le mot, les rues de Paris pour faire des pistes cyclables en dur, alors qu'il y a des problèmes. Aussi, hein. Ok, oui, et alors qu'il y a des écoles, des HLM, etc., qui devraient être entretenues. Pourquoi? Parce que forcément, c'est plus électoralement important d'avoir une piste cyclable et se dire c'est magnifique. Il y a aussi les constructions, il y a aussi des réquisitions d'immeubles. Enfin, Mathéo, on a compris vous aviez un problème avec Paris, mais pour revenir à Marseille, je pense que beaucoup de Marseillais, d'habitants de Marseille, aimeraient avoir les conditions de vie qu'ont les Parisiens. C'est-à-dire les deux villes ne sont pas comparables. Mais revenons la faillite de la municipalité de Marseille, la faillite de cette ville sociale, économique, culturelle est très préoccupante, y compris au niveau national, parce que c'est une poudrière. Le trafic de drogue, c'est endémique à Marseille et c'est historique. Mais comment on a laissé s'installer ça à ce niveau-là? Quand il y a eu les élections, il y a eu un maire qui a été élu et après 3 mois, elle a démissionné aussi. Enfin, n'oublions pas aussi de choses comme ça, parce qu'avec une ville si importante, c'est pas elle qui est comptable de la situation actuelle. Parce que le trafic de drogue, on peut avoir du règlement, des règlements de compte, voilà. Je pense vraiment qu'on a un moment, on est intervenu sur ces quartiers, parce que dès les débuts des années 80, on a vu que ces quartiers-là commençaient à se dégrader, qu'il y avait aussi un problème. Ça fait 40 ans que ça dure. Voilà. Et l'enclavement que j'appelle ethnico-culturel a commencé dès les années 80. Et en fait, on a répondu par une politique de zonage.
C'est-à-dire, on s'est dit, il y a là des problèmes, donc on va circonscrire le problème. Et on va apporter une armada de soignants et de financement en demandant aux habitants, créez vos associations de quartier pour le loisir, pour le sport, etc. C'est-à-dire qu'on les a encore plus coupés du reste de la ville. Alors que l'intervention qu'il aurait dû avoir, c'est justement arrêter cette concentration ethnico-culturelle et mettre en place vraiment l'arrêter en intervenant au niveau autorité, sur les dégradations, sur les problèmes d'incivilité, etc., pour arrêter en fait ce départ de population qui ne voulait plus rester sur ces quartiers et au contraire connecter au reste de la ville. Parce qu'il n'y a pas pire. Et ainsi, on a laissé proliférer des choses comme les frères musulmans qui se sont... Mais à partir du moment, vous savez, Matteo, à partir du moment où vous encouragez, parce que par les politiques publiques, c'est ça qui est grave. Par les deniers publics, on a encouragé et favorisé l'entre-soi. Ouais. Et les attributions de logement, c'est-à-dire qu'on a remis les mêmes populations qui se ressemblent. Après, il y a eu les emplois aidés. Donc on a embauché des gens du quartier. Pour le soutien scolaire, au lieu tout simplement que ce soit des associations de la ville qui viennent faire du soutien scolaire, on a dit non, créez votre soutien. Et effectivement, ça a été un boulevard pour la réislamisation à partir des années 80, où les frères musulmans ont été malins, si je puis dire, parce qu'ils ont été sur ces créneaux-là, du social, du soutien scolaire, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et ensuite, il y a eu effectivement le clientélisme des élus, qui ont favorisé aussi, en fonction des moments des élections, vous aviez tout à coup une mosquée qui arrivait. Christine Bouillon. Oui, alors Marseille, c'est une ville aux multiples visages. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez parce que il y a un taux de chômage élevé, mais pas dans tous les quartiers. Il y a un réseau universitaire qui est quand même conséquent. Il y a des centres de recherche. Enfin, il y a véritablement un tissu économique autour du port qui pourrait être aussi. Mais je dirais que c'est une ville à part tellement on prend par exemple sur l'économie du port de Marseille, la gestion par la CGT du port de Marseille a souvent été dénoncée. Donc on voit bien que tout ne rentre pas dans les mêmes cases qu'ailleurs à Marseille. C'est un petit peu ça qui est... Alors on trouve ça folklorique comme on veut, mais moi je regarde les images qui tournent, on voit quand même des habitants ou des mères de famille qui viennent voir le président de la République, qui sont pas dupes, attention, ils sont pas que habitants des quartiers, ils sont pas dupes de savoir pourquoi le président vient les voir, les saluer et passer un moment avec eux, mais tous ont la même volonté de dire moi je veux quitter ce quartier. Donc cette population-là, aujourd'hui elle est à bout, ça crée du désespoir et ça crée beaucoup de... Et moi ce que je crains avec ce genre d'effet d'annonce, avec des milliards d'euros qui sont déversés, ces grands plans, etc., c'est que ça crée malheureusement derrière une espèce de désillusion vis-à-vis du politique et des annonces politiques. Qu'on a vu dans l'abstention aussi. Pourquoi Emmanuel Macron réussirait là où les autres présidents ont échoué? Parce que c'est pas le premier ni le dernier à être venu. On vient à coup de com et à coup de caméra. Enfin voilà, c'est malheureusement. Et en attendant, 14 morts, un gamin de 14 ans qui est tué en pleine rue. Enfin, je pense qu'on mesure mal à quel point cette visite peut être, on va dire, est un danger, parce que un danger. En tous les cas, c'est pas le mot danger, mais ça peut envoyer des signaux qui sont, si on ne répond pas tout de suite, très vite, par des actions concrètes sur le terrain, ça crée beaucoup de désillusions et de désarroi. Alors, on a un auditeur avec nous, Luc, qui nous appelle du Val-de-Marne. Vous ne croyez pas aux promesses d'Emmanuel Macron? Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à vos invités. Non seulement je n'y crois pas, je dirais n'étonnera personne, mais je crois qu'on traite, si on veut traiter avec des pincettes et démocratiquement, une véritable guerre qui est menée sur notre territoire, alors qu'on traite, je dirais, de manière plutôt leste et militairement, à travers les opérations extérieures, des guerres qui sont sur d'autres territoires, pour d'autres raisons certes, mais on les traite. Voilà, moi je pense que effectivement, s'il faut tarir ce commerce, il faut que les consommateurs soient sévèrement, je dirais, contrôlés. Mettre l'armée, c'est une bonne chose, aux quatre coins des cités. Briser les checkpoints, et s'ils aiment les checkpoints, on fait des checkpoints qui sont assurés par l'armée. Tous les gens qui veulent acheter, ils rentrent pas.
Tous les gens qui veulent vendre. Mais de toute façon, ils viennent livrer. Oui, maintenant, c'est ce que nous a dit un policier. Maintenant, il y a Uber Sheet. Non. Uber Sheet, il vous livre. Pendant le confinement, ils l'ont mis en place. Voilà. Je suis pas sûre que le consommateur un peu aisé, qui a besoin si on veut faire fumer de la son sabarette de shit à Paris, ça lui fasse peur, une petite amende. Si on veut faire de la com, on pourrait tout simplement aussi montrer une descente vraiment bien musclée et aussi les maintenir comme si c'était la règle. Dans le sens il y a aussi la peur des conséquences. L'intervention dans ces quartiers. On achète une forme. Ben voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut. Luc, allez-y, on vous a interrompu. Allez au bout de les votre. Conséquences, comme partout, il y a des dommages collatéraux. Vous m'excuserez. Tous les gens qui viennent pleurer, eh bien, ils vivent bien du trafic de shit. On le sait bien. Il y a des trafics collatéraux. Quant aux gens des beaux quartiers, moi, je peux vous dire une chose. Je travaille dans l'immobilier. On voit de plus en plus des points de vente, parce qu'ils ont de l'argent, qui achètent des beaux appartements en proche banlieue de Paris, dans des jolis coins, près des bords de Marne, que vous connaissez bien, et qui font leur petit trafic au milieu des gens aisés, sans se faire voir. Voilà. Alors, merci Luc de votre intervention. Moi, vous le savez, je ne suis pas un partisan nécessairement des interventions militaires, parce que finalement en France, on a toujours cette idée, un peu cette illusion que l'armée réglera tout, et quand vous parlez aux militaires, en fait, ils sont les derniers à vouloir intervenir sur des terrains d'opération intérieure. Je rappelle par ailleurs qu'on a une force de maintien de l'ordre qui s'appelle la gendarmerie, qui est composée de militaires, et donc c'est le métier. Donc on est quand même équipé, je pense qu'on a suffisamment de moyens en France pour s'occuper de la sécurité de ces territoires si on en a la volonté politique. Il y a un sujet qui n'a jamais été traité, c'est aussi le sujet de la répression fiscale, qui est un sujet véritablement. Aujourd'hui, on a des services fiscaux qui sont capables d'étudier votre niveau de vie et de voir qu'entre le RSA que vous déclarez toucher et votre niveau de vie, manifestement, il y a un petit delta, un petit hiatus, une petite surélévation. Et ça, aujourd'hui, les services fiscaux le font très bien pour des gens qui sont entrepreneurs, pour des gens qui sont dans la vie économique et qui ne sont pas des délinquants, qui sont des délinquants fiscaux, mais qui ne sont pas des délinquants au sens du code pénal par rapport aux toxicomanes. Il y avait sous le gouvernement Chirac, sous le quinquennat Chirac, il y avait eu des essais de regrouper des forces de gendarmerie, des forces des inspecteurs des impôts pour aller effectivement étudier les dossiers des habitants de ces cités et relever des anomalies. Je pense qu'à un moment, je donne cet exemple, mais Al Capone est tombé pour fraude fiscale. Il n'est pas tombé pour trafic de drogue ou quoi que ce soit, ou trafic d'alcool. Il est tombé pour fraude fiscale. Je pense qu'on devrait s'inspirer aussi de ce que font les États-Unis en la matière et développer ce qui avait commencé un petit peu à marcher dans les années 90. Mais ça existe déjà. Oui, mais je peux dire deux choses rapides. La première, pour me relier à ce qu'il vient de dire Nicolas Corato, je vais être un peu méchant. C'est un peu la même chose qui se passe avec ceux qui se font contrôler pour le pass sanitaire et par la police et les dealers qui sont laissés dans la nature. Bon, je finis ma méchanceté. Mais je suis d'accord. Peut-être que nos policiers ont mieux à faire que de contrôler des passes sanitaires. Ça, voilà. Et la deuxième chose, c'est que même en Italie, qui n'est pas un pays toujours très organisé, ont réussi, le fisc réussi à traquer des fraudes, etc. Pourquoi en France on ne réussit pas effectivement à mettre en place ça représente 1 milliard d'euros. Rapprochez-vous, on vous entend pas. Je pense que le problème restera entier si on ne casse pas cette logique systémique des quartiers. Le problème, c'est ces quartiers qui sont devenus... Et c'est la vérité des zones de non-droit. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer. Et puis, en plus, comme on l'a vu, les habitants sont pris en otage. Vous savez, j'ai des mamans qui me disent, mais c'est plus nous qui éduquons nos enfants, c'est la rue qui les éduque. Quand vous savez qu'il y a des gamins de 8-9 ans, 10 ans qui font le chouf, le gay. Alors effectivement, ça arrange les trafiquants parce que ils sont pas sanctionnés. Je veux dire, moi j'ai même vu sur les villes dans lesquelles j'ai travaillé où ils étaient arrêtés par la police. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Le problème, c'est, je pense qu'aujourd'hui, il faut, sans tabou, aborder cette question de ces quartiers-là en cassant cette logique. Il faut absolument déconstruire, quitte à démolir des barres d'immeubles. Et puis s'autoriser aussi, comme le font. Manuel Valls a dit qu'il faut tout raser. Il a pas tort. Donc à un moment, vous avez toujours des cris d'orfraie en disant oh là là. Mais regardez ce que fait le Danemark aujourd'hui, parce que le Danemark aussi est concerné par ces quartiers qu'il appelle de sociétés parallèles. Il les avait appelés ghettos. Aujourd'hui, c'est sociétés parallèles. Aujourd'hui, la droite a décidé 50% de personnes extra-européennes. Je vous donne ça. Dans
ces quartiers. La gauche a décidé seulement 30%. Et les délinquants ont 2 fois, la peine est doublée. Et les enfants, les parents de délinquants mineurs, eh bien, on touche aux aides sociales. Donc, c'est une vraie, un moment, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout essayé, on a mis beaucoup d'argent, mais à un moment, peut-être qu'il faut se poser des questions qui étaient auparavant tabous. Aujourd'hui, il faut se les poser. Mais allons jusqu'au bout de la logique, je vous suis. La problématique aujourd'hui, demandons à nos élus locaux de prendre leurs responsabilités. Quel maire ira démanteler une cité et répartir sa population dans les zones pavillonnaires de ses électeurs? Parce que c'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'on veut vivre avec ces personnes-là ou pas? Et est-ce que les électeurs de ces élus municipaux accepteront qu'on dissémine de l'habitat social dans des zones qui ne sont pas, qui sont des zones à habitat privé et que je partage. Il faudrait aussi que quelques maires répondent aussi de ces, comment dire, coups de com' et électoraux sur accueillons tous les migrants. On a de l'espace. On peut plus. Enfin, désolé. Mais pour rejoindre ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous. Alors, le problème qui pose souvent pour les personnes qui habitent dans des quartiers ou, enfin, en zone pavillonnaire et tout ça, c'est que l'arrivée de familles qui amènent avec elles des nuisances. Il faut dire les choses. Eh bien, du coup, il faudrait trouver les moyens aussi de tomber sur ces familles-là quand il y a des nuisances. Les allocs. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. On a René en ligne qui souhaitait réagir sur notre sujet, la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Bonjour René. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un Marseillais de cœur qui va vous parler. Et je ne vais pas parler de ce qui se passe en ce moment. Tout a été dit sur votre antenne. Par contre, pour rétablir, je vais dire l'honneur des Marseillais, j'habite Toulouse, mais je rétablis l'honneur des Marseillais, je vais faire un peu d'histoire. De 1945 jusqu'à 1975, le port le plus rapide du monde, c'était Marseille. Les Américains n'en revenaient pas. Premier point. Deuxième point, le gros projet de fosse a été, on va dire, complètement diminué par la crise industrielle mondiale qui a sévi à partir du début 74 jusqu'en 67 et la crise du pétrole. À partir de là, toutes les prévisions industrielles qui ont été faites pour donner un équilibre à cette région n'ont plus été respectées. J'ai connu cette ville lorsqu'il y avait 2% de chômage. Il n'y avait aucune agression dans les villes. Les femmes pouvaient se balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elles n'étaient pas attaquées. Et s'agissant de l'équilibre avec les populations venant d'Afrique, tout était maîtrisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maîtriser le grand banditisme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les industries de services, avec cette mondialisation, ne peuvent pas entraîner un équilibre économique et social de grandes métropoles comme Marseille. C'est la grande leçon. Il est grand temps qu'on s'en préoccupe et de réindustrialiser le pays. Parce que vous pourrez remettre de l'ordre quelque temps dans nos grandes villes, parce qu'il n'y a pas que Marseille, mais si vous n'avez pas de boulot, eh bien, vous ne pouvez pas établir la sécurité. Voilà. Je sais pas merci René, mais je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Hein. Il y a eu des tas de tentatives, encore une fois, de donner du boulot dans les. Vous en savez quelque chose dans les régions. Christine, peut-être on vous a pas entendu. Oui, j'entends effectivement la question de l'emploi aussi est centrale. Hein. C'est vrai que la dégradation dans ces quartiers et notamment dans les quartiers nord de Marseille, et on sait pourquoi aussi ils ont été construits parce qu'il fallait construire à la va-vite comme dans de nombreuses grandes villes de France, et qu'on n'a pas pensé à long terme peut-être, et les conséquences de cette concentration. Derrière, il y a effectivement, on parlait des trafics de drogue aujourd'hui, il faut taper fort, tout le monde répète à peu près les mêmes choses, mais comment vous basculez, si vous voulez, d'un système où le moindre petit job autour de ce trafic va vous ramener, on va dire, la moitié d'un SMIC, voire un SMIC entier en une journée, quand vous allez proposer un job où pour le mois entier de travail avec des
des horaires qui sont compliqués, vous allez gagner la même chose. Qu'est-ce qui va motiver ce basculement de l'un à l'autre? Comment on fabrique finalement des gens qui vont se tourner vers un travail salarié plutôt que vers la délinquance et le banditisme et le trafic d'armes, et tout ça c'est beaucoup plus, on va dire, glorieux pour eux. Alors, je pense qu'il y a enfin, René, l'auditeur que l'on a eu, connaissait effectivement Marseille. Il a raison sur la qualité du bassin économique. Et c'est vrai que Marseille, aujourd'hui, c'est pas l'industrie qui était florissante autour du port de Marseille est aujourd'hui en difficulté. Donc tout ça crée des difficultés on va dire, d'accès à l'emploi et des horizons qui sont bouchés. Et si vous rajoutez des couches supplémentaires avec des non-rénovations, non-aménagements, non-réflexion de l'aménagement urbain, c'est vrai que ça devient effectivement, dans l'époque où on est aujourd'hui, un chantier qui paraît colossal. Enfin, je veux dire, à Marseille, c'est vrai qu'on se demande par quel bout ils vont attraper cette rénovation urbaine pour rendre les choses attrayantes pour les habitants de ces quartiers. Enfin, Emmanuel Macron vient annoncer des ouvertures de lignes de bus et de transports en commun. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Ouais. C'est un peu ce qu'on dit. Il nous reste pas tellement de temps, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de polémique non plus sur le salaire des enseignants. C'est la rentrée, vous le savez, aujourd'hui, et Jean-Michel Blanquer a confirmé lui son engagement concernant la revalorisation des salaires des enseignants. Il a fixé un objectif de 2 000 € net pour tout professeur en 2024. C'est dommage que ça arrive du mois de la présidentielle. Bah oui. Oh, vous êtes perfide. Vous êtes perfide. Voilà ce qu'on m'a dit hier. Ouais. Nicolas, vous êtes dans une école hier. On m'a dit ça. C'est un vrai sujet. Hein. Les enseignants en France en moyenne sont à équivalent de temps de travail, sont payés 2 fois moins en France qu'en Allemagne, voire qu'en Espagne. On peut comparer aussi en Espagne. Alors, il y a des disparités là-dedans. Il faut regarder les choses de manière plus détaillée. Mais c'est un vrai sujet politique qui pose un vrai problème d'attractivité de la profession d'enseignant. C'est-à-dire que les enseignants ont un boulot de plus en plus difficile et de moins en moins payé comparé au reste de la population. Moi, je pense que si on doit faire des investissements pour l'avenir, et notamment peut-être que pour les jeunes Marseillais d'aujourd'hui puissent aller à l'excellente université d'Aix-Marseille plutôt que d'avoir des boulots non qualifiés, c'est sur l'éducation et c'est sur les enseignants. Je pense qu'il faut payer les métiers dont on a besoin. Les aides-soignants, les soignants, les enseignants. C'est des gens qui sont socialement beaucoup plus utiles que des traders. C'est sûr, sauf que les traders sont pas payés par l'État. Oui, mais enfin, ils sont payés d'une certaine manière par la collectivité d'un marché. Je veux dire, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut socialement, qui on valorise. Oui. Et pour rejoindre ce que vous venez de dire, je pense aussi qu'il faut mettre les enseignants les plus expérimentés dans ces quartiers notamment. Aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on dit ça. De mettre des jeunes qui viennent sortir de l'école et on les met tout de suite en difficulté. Donc ça, c'est aussi très important. Mais ça fait des années qu'on dit ça et que c'est pas ce qui se passe. Si vous n'incitez pas financièrement les très bons enseignants à aller dans les très mauvais établissements, ils n'iront jamais. Oui, absolument. Clair. Merci à tous les quatre. Merci. C'était passionnant, intéressant. On se retrouve demain pour d'autres infos. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.